Merci beaucoup et bonjour pour tout le monde. Sabah al-khir. Je ne vais pas prétendre parler de la Tunisie ici parce que je pense qu'il y a tellement d'experts et de personnalités qui connaissent ça beaucoup plus près. Ça fait 15 ans que je suis à l'international, donc je me permettrai de ramener une, euh, une vue ou une perspective un peu différente et externe par rapport à vraiment la problématique de la Tunisie. Peut-être qu'on pourra avoir une ou deux recommandations qu'on insérera dans les recommandations que vous voulez partager, Nadège, plus tard. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais en fait parler de pourquoi l'Afrique. Pourquoi le Moyen-Orient et l'Afrique sont importants. Pourquoi ils sont importants pour l'humanité, pourquoi ils sont importants pour la technologie et pourquoi ils sont importants pour les géants de l'informatique euh, dans le monde. Et je dois dire que dans les dernières années, absolument plus que jamais, les startups sont en train d'écrire le récit et l'histoire de notre région. Ils sont en train d'écrire le livre du Moyen-Orient en Afrique, ou ce que j'appelle moi souvent MIA. Donc, si on regarde les startup hubs, les centres d'idées au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, en Tunisie, ça, il y a vraiment de la matière. Et c'est normal. Il y a tellement de choses qui restent à faire dans notre région. Nous devons encore faire beaucoup pour assurer l'accès à Internet, l'accès abordable aux devices, la digitalisation des services aux citoyens. Et moi, je reste persuadée que cela doit être fait par MIA pour MIA. Ça doit être fait par les Africains pour l'Afrique. Ça doit être fait pour les Tunisiens pour l'Afrique, etc. Donc, ça doit être fait par les startups, les ISV, les ingénieurs, les universitaires, les chercheurs, etc. Il y a un point de vue très important que nous devons savoir, c'est que l'Afrique sera, dans 10 ans, en 2030, il sera le plus grand employeur au monde. Il mettra plus que 230 millions de personnes sur le marché du travail. Donc, vous imaginez l'ampleur de tout ça. Mais l'Afrique n'est pas uniquement des chiffres. Les futuristes de ce monde, dans le domaine de la technologie, pensent aujourd'hui qu'on doit créer un futur qui nous ressemble et qui ressemble à l'Afrique et qui ressemble au Moyen-Orient et qui ressemble à l'arabe et qui ressemble à toutes nos spécificités et nos diversités. Si je vais citer Stephen King, il dit The fastest way to understand a new place is to understand what it dreams of. C'est que si on veut connaître comment va être le futur ou l'endroit dans lequel on veut y aller, on doit comprendre comment rêvent ces gens-là qui vivent dans cet endroit-là. Les gens aujourd'hui veulent une technologie, un avenir qui reflète leurs valeurs, leur diversité, leur spécificité. Moi, j'étais dans un grand campus à Kampala, en Ouganda, et les slogans que ces gens, ils ont des centaines de milliers de followers, et ils disent, et c'est des generation setters, ce qu'on appelle les gen setters. Ils soulèvent un slogan de dire No white saviors. On ne veut pas de sauveurs blancs qui viennent pour faire l'Afrique. On doit être capable de dire dans chaque pays Welcome to our future. Bienvenue dans notre avenir, comme on le voit. Et ça doit être vraiment dans l'Afrique et le Moyen-Orient, ça doit être ça notre objectif. Mais ça, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas uniquement l'objectif pour nos pays, pour nous-mêmes, mais c'est aussi les géants des technologies et dans le monde industriel aujourd'hui, ils sont l'impératif pour imaginer le futur, pour imaginer l'innovation, pour infuser dans l'écosystème des startups. Il faut qu'on ait une imagination du nouveau monde qui inclut l'ensemble de diversité des gens. Et justement, l'Afrique, avec sa richesse et sa culture, ne peut pas passer à côté de ça. Et donc, si on va rester comme ça pour les futuristes et pour les gens, pour les technology developers aujourd'hui, les géants de l'informatique, il faut qu'on imagine, qu'on ait tous les points de vue. Sinon, on va avoir toujours l'innovation qui ressemble aux images de Star Trek.
qui sont développés par des whites, des blancs, des US. Alors qu'on pense tous que la technologie qu'on va développer pour demain peut être tellement plus riche et tellement plus imaginative si on avait un Kenyan, un Tunisien, un Ivoirien dedans. Donc, on regarde aujourd'hui, par exemple, la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel les gens de la technologie ont investi énormément. Mais on a vu que ça manquait énormément de précision quand il s'agissait des Noirs. Et donc, on voit tout de suite qu'une technologie aussi énorme est arrêtée aujourd'hui. Elle est controversée complètement, elle est bannie, elle est à bannir dans certains business. Et donc, les géants de technologie ou les futuristes, les industriels, savent que l'Afrique et le Moyen-Orient, avec leurs chiffres de population, mais les employés qui vont mettre sur le marché, sont tellement importants. Et je dis ça parce que souvent, on donne l'image de nous, on consomme, on importe la technologie. Or, notre branding aujourd'hui auprès de ces industriels et de ces marchés internationaux, c'est notre pouvoir d'influencer la technologie aujourd'hui, d'influencer l'humanité. Et c'est pour ça que des gens comme Microsoft, par exemple, on est allé ouvrir l'année dernière au Nigeria et au Kenya des centres de développement sur le machine learning, virtual reality, AI, mais avec des ingénieurs kenyans et nigérians, parce que, et qui développent hand in hand avec les ingénieurs qui sont à Seattle, parce que c'est comme ça que l'innovation doit se faire. Les ouvertures de data centers en Afrique est tellement important pour justement développer cette innovation qu'il faut avoir. En général, on réussit, et là j'ai parlé de pourquoi l'Afrique, pourquoi le Moyen-Orient, pourquoi on est important pour les géants de technologie de l'information, mais les multinationales donc ont un intérêt incroyable de développer les startups pour un plan économique, mais aussi pour un plan stratégique et d'innovation. Mais en général, on réussit mieux quand nous avons des relations stratégiques à l'échelle des pays et des gouvernements. Pourquoi? Parce que ce qui est important, revenir encore à la question de relevance, à répondre aux besoins de nos pays, c'est qu'on doit s'aligner sur les plans, the national plans, les plans nationaux de ces pays-là. On ne croit pas dans l'innovation pour l'innovation ou la transformation digitale être large et d'une manière ouverte comme ça, mais on pense qu'il doit y avoir des clusters économiques. Et quand il y a des clusters économiques, c'est là où on arrive à comprendre quelle économie digitale il va y avoir dans ce pays et donc quelle innovation et quelle start-up et quel capacity building, quel ingénieur on doit préparer, quel infirmier on doit préparer pour demain. On regarde la Finlande, par exemple, un pays dans lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. La Finlande a été définie par Nokia. Et je me demande quand est-ce que la Tunisie va être définie par la CPG, par exemple. Quand est-ce que la Tunisie peut être définie par le textile où on était numéro 1? Comment on peut dire que la Tunisie va se focaliser sur le textile avec les robots? Et donc, on sera numéro 1 dans ça. Donc, vraiment, cette notion de cluster et vertical economy, des secteurs bien déterminés, nous permet à l'international de s'adapter vite fait par rapport au marché dans lequel on opère. Aujourd'hui, 3 choses pour les startups, pour moi et pour les multinationales, pour l'international. Les meilleures compétences. Tout à l'heure, beaucoup de vous ont parlé du fait que les nouvelles technologies mettent le monde entier à pied d'égalité et nous devons prendre notre part de ces ressources que nous demandons. J'ai entendu le chiffre de 10 000 ingénieurs par an pour la Tunisie, mais autant vous dire que nos ingénieurs perdent aujourd'hui de leurs compétences, leur compétitivité, si on n'introduit pas des notions comme le data scientist, comme le AI,
comme le cyber security, comme the coders, etc. Donc, on a une opportunité extraordinaire pour faire des montées de compétences. Et là, on doit s'appuyer sur les multinationales qui doivent nous aider dans la montée en compétences. Les fonds, et là, vous avez tous parlé des fonds, etc. La troisième chose peut-être que je rajouterais, c'est le go-to-market. En général, on passe à côté dans le développement des startups de la notion du go-to-market. Et ça reste toujours souvent un garçon, une fille ou un groupe qui vient ensemble, qui développe une petite application, une petite solution, qui cherche 10 cas ici, 20 cas ici, 30 cas ici, mais on ne regarde pas la stratégie de comment cette startup peut devenir vite fait une petite et moyenne entreprise et pourquoi elle ne part pas à l'international. Pour que ces startups n'écrivent pas le book, le récit et l'histoire du Moyen-Orient et de l'Afrique pour 2 ans, 3 ans, mais pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, et devenir comme si Marouane Labessi ce matin a dit sur les Microsoft et les AWS, etc. etc. Je ne sais pas si je suis dans les 10 minutes, mais voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que l'Afrique est important, le Moyen-Orient est important. Les startups sont hyper importantes pour les multinationales parce que nous sommes et nous restons, comme Huawei tout à l'heure, il a parlé, on reste des fournisseurs d'infrastructures, de computing capacity, des services de data, de machine learning, de robotisme. Mais le last mile innovation, l'innovation qui s'adapte et qui répond aux besoins de nos marchés, c'est notre start-up qui va le faire. C'est nos start-up qui vont nous ramener à l'échelle de l'innovation et nous connecter à l'innovation mondiale pour l'intérêt de l'humanité en général. Voilà.